Bienvenue dans cette émission, ce grand débat sur le thème le SAD rêvé de demain. Que sera-t-il? Le SAD, c'est service d'aide et d'accompagnement à domicile. Alors, on le sait, plus de 80% des seniors veulent rester à domicile. Avec la vague des baby-boomers qui arrivent aux âges avancés, pourra-t-on répondre à cette attente? Est-ce que les SAD actuels seront en mesure de répondre à cette attente? Que faut-il améliorer, voire changer pour cela? Que seront les SAD de demain pour réussir ce challenge? C'est ce dont nous allons parler avec mes invités. Tout d'abord, Daphna Mouchnik, qui est la fondatrice et directrice de Logivité. Bonjour. Julien Jourdan, qui est le directeur de la FEDESAP, la Fédération française de services à la personne et de proximité. Nicolas Urtiger, qui est le cofondateur du groupe Zephyr, connu également par la marque Senior Company, et également le président du syndicat professionnel Synarpa à domicile. Bonjour. Vincent Telly, responsable réglementation sectorielle LUNA, le réseau français de l'aide et de soins et des services au domicile. Albouri Ndiaye, qui est le directeur de la plateforme entreprise SAP CAP 92. Et enfin, Hugues Vidor, qui est le directeur général d'ADEDOM, la fédération nationale qui représente un réseau de structures gestionnaires à but non lucratif. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous propose qu'on commence par faire une sorte d'état des lieux pour qu'on prenne un petit peu les bases et ensuite on va imaginer le SAD rêvé pour demain. Peut-être Daphna, si tu peux nous décrire la situation actuelle telle que tu la vois. Oui, alors c'est vrai que moi, je dirige un SAD parisien et je suis tous les jours au contact à la fois des professionnels qui composent mon équipe, des professionnels qui accompagnent la population parisienne, les gens qui ont besoin de notre aide et leurs familles. Et c'est vrai que la situation est très, très, très compliquée pour nous, particulièrement en ce moment, mais elle n'a jamais été simple. En fait, il faut rappeler que pour accompagner correctement la population qui nous est confiée, ben, il faut avoir les bonnes équipes, les bons professionnels et qu'aujourd'hui, on est sacrément malmené. Alors, du coup, je mélange un peu tout, mais dans le SAD rêvé, en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille sans la pression du temps, qu'on ait que les professionnels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, aient des temps à la fois d'échange, de transmission, de pouvoir euh, voilà, de ne pas être que dans le face-à-face. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, les auxiliaires de vie et la façon d'ailleurs dont sont financés nos services, c'est essentiellement pensé dans le face-à-face avec les gens et tout le travail invisible, indispensable pour soutenir correctement la population, elle n'est pas prise en compte. On est dans des difficultés telles que on n'arrive pas, voilà, je parlais du fait que c'est indispensable d'avoir les bonnes personnes. On n'arrive plus aujourd'hui à Ah, ok. recruter de nouveaux salariés parce que l'image qui est véhiculée de notre secteur, c'est que c'est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents de travail. Et c'est vrai. C'est vrai, les conditions actuelles font que les auxiliaires de vie courent d'un domicile à un autre. Le temps de déplacement est difficilement correctement pris en compte. Là, on a aussi l'alerte autour de l'augmentation des prix du carburant. Je ris parce que, enfin voilà, c'est pas du tout. Enfin, c'est une vraie difficulté. Il va y avoir un moment donné, on va plus pouvoir se rendre chez les gens parce qu'il y a des endroits où on peut ne se rendre qu'en voiture et que le prix du carburant a augmenté et que les financements des services d'aide à domicile n'ont eux pas changé. Et puis, il y a aussi toute la compréhension de ce que font les auxiliaires de vie et les équipes en coulisses, le fait qu'il y ait cette dichotomie, là, cette séparation entre l'aide et le soin, le fait que les services d'aide à domicile soient exclusivement sous la tutelle des départements et complètement méconnus, inconnus de l'ARS, des actes réalisés par les auxiliaires de vie qui dépendent pourtant de l'assurance maladie. Enfin, il faut quand même le rappeler, les auxiliaires de vie font des toilettes, des aides à la toilette, font même malheureusement des fois des choses que nous ne devrions pas faire faute de soignants. Il faut repenser clairement ce que peut faire une auxiliaire de vie ou pas, ne pas la mettre dans une situation d'injonction contradictoire en lui disant ça, vous ne pouvez pas le faire, mais elle est face à une personne
complètement seul, isolé, où on sait qu'un soignant, une infirmière, une aide-soignante ne passera pas après nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on respecte l'injonction de ne pas mettre un bas de contention ou de ne pas faire un change au lit, sachant qu'en vrai, après, cette personne ne verra plus personne de sa journée. Donc, il y a à repenser à la fois une délégation de tâches, pourquoi pas sous la responsabilité d'une infirmière coordinatrice qu'on pourrait adjoindre à nos services pour pouvoir encadrer, sécuriser ce que nous faisons déjà. Et puis, mais ça, Albouri vous le dira mieux que moi, hein, une montée en compétences, une reconnaissance et une professionnalisation des intervenantes à domicile, à la fois dans ce qu'elles font depuis très longtemps et puis à la fois dans de nouvelles missions qui pourraient être, voilà, il y a des choses là, après je vais m'arrêter, mais par exemple, la cassure numérique, la difficulté et l'isolement qui est lié aussi à la non-utilisation du numérique, ça, c'est des choses aussi que les auxiliaires de vie pourraient tout à fait accompagner pour peu qu'elles en auraient le temps et puis un peu d'accompagnement. Voilà. Et puis, il faut aussi penser que les plans d'aide pour les plus fragiles, au mieux, c'est 2 heures ou 2 heures et demie par jour. Et ça veut dire que c'est 2 heures ou 2 heures et demie par jour, fractionné en quart d'heure, en une demi-heure sur certains départements. Donc, ça va très, très vite. Tout le reste du temps, la personne âgée, isolée, n'aura peut-être aucune visite. Ça, c'est quelque chose qui est à la fois hyper violent pour la population qui nous est confiée et puis très anxiogène pour les équipes d'auxiliaires de vie et les encadrants parce que tout va très vite et que du coup, ça génère aussi un nombre d'accidents de travail assez spectaculaire. Donc, dans un secteur où on n'arrive pas à recruter, où on n'arrive pas à motiver les gens à venir nous joindre, elles se blessent en plus et elles s'épuisent au travail, alors même que, et là, je voudrais quand même finir sur cette touche-là, si nous en donnait les moyens, c'est un métier fantastique. C'est un métier fantastique de lien, de sens, d'utilité sociale, de prise d'autonomie, de travail en équipe avec les autres collègues et les autres partenaires intervenant au domicile, voilà, et ou connexes. Vraiment, c'est des métiers qui sont passionnants, vraiment. Enfin, voilà, moi aussi, j'utilise toujours le même exemple de Intouchable. Mais Intouchable, c'est exactement ça. Alors, pas du tout dans les conditions de service, mais quand on voit le lien qui se tisse entre ces deux personnages, c'est exactement ce que nous vivons à domicile. Et c'est des aventures humaines extraordinaires. Et pour peu qu'on revalorise les conditions de travail et de rémunération de ces professionnels, nous aurons du monde pour accompagner la population. Voilà. Mais voilà, il va falloir cranter. Et je sais que parmi nous, certains ont des propositions concrètes. Mais moi, voilà, je voulais vraiment vous partager le quotidien voilà, des professionnels et ce que nous vivons, cette charge mentale aussi. Cette charge mentale de devoir imaginer des interventions dans un temps restreint avec parce qu'on parle beaucoup des auxiliaires de vie, mais il y a aussi toute l'équipe de responsables de secteur, de coordinateurs qui, avec 3 bouts de ficelle, doivent organiser le soutien à domicile indispensable de personnes très, très isolées. C'est une charge mentale pour les professionnels qui font qu'à un moment donné, ils changent de métier, quoi. Et puis, tous les signaux qui ont été donnés avec le Ségur de la santé, avec des valorisations d'un côté au niveau des établissements, du sanitaire et pas à domicile, font qu'aussi, il y a aussi un glissement de ces professionnels vers d'autres horizons meilleurs que ce qu'on laisse présager aujourd'hui à domicile. Alors que, encore une fois, je pense vraiment que c'est des métiers, il suffirait de presque rien, et un peu plus peut-être, pour que les gens aient envie de s'y investir et de s'y engager. Nicolas, la situation par rapport à ce que Daphne a dit, micro peut-être, comment tu vois la situation de ton côté? Alors, je partage effectivement
Tout à fait, hein, le constat et le diagnostic posé par Dafna. Après, pour moi, donc je ne vais pas revenir ni réitérer tout ce qui a été, toutes les problématiques qui ont été soulevées, mais donc en termes de solutions, de propositions qu'on peut apporter pour y remédier. C'est le rôle aussi des dirigeants, patrons, représentants de fédérations que nous sommes. Valoriser les métiers, développer l'attractivité des métiers, développer l'accès à la formation, développer la reconversion professionnelle, pallier à la crise de vocation des jeunes. Moi, dans toute crise, je vois une opportunité, hein, c'est mon côté entrepreneurial. On a un ensemble de chômeurs, donc on a quelque part, Dafna l'a souligné, des forces vives, donc des publics qui peuvent être formés, reconvertis dans des métiers qui ont du sens. Ensuite, on a eu des revalorisations quand même significatives, certes insuffisantes, mais enfin nous, on n'avait jamais eu ça depuis 10 ans, des systèmes d'allocation à pas. Et bon, suite aux annonces qui ont été faites tout dernièrement, hier par Véran Bourguignon, on espère qu'on pourra aller vers du 25 € de l'heure. Et puis après, à nous, c'est un petit peu le sens de mon propos de tout à l'heure, lorsqu'on échangeait en off, à nous de valoriser aussi notre offre de service pour faciliter pour les publics solvables le paiement partiel de nos services. C'est-à-dire que pour les publics qui ne sont pas solvables, on veut rendre l'offre de service accessible au plus grand nombre, donc zéro reste à charge ou quasiment pas de reste à charge. Enfin, la limitation du reste à charge, pour nous, c'est extrêmement important, on y tient. Mais pour ceux qui le peuvent et qui peuvent payer un supplément, à nous de faire en sorte que il y ait une acceptabilité, quitte à ce que voilà, les exigences évoluent, mais c'est la pression inflationniste qu'on subit sur les salaires, compte tenu de nos modèles économiques, il faut qu'on la répercute sur le prix de vente, hein, sinon on s'en sort pas. Donc, il faut qu'on améliore les conditions salariales, il faut qu'on apporte des éléments de réponse à l'explosion, à la flambée du prix de l'essence. Donc tout ça, forcément, fait augmenter les coûts de production du service et la masse salariale, et tout ça, il faut le répercuter sur le prix de vente. Moi, quand on compare avec certains pays étrangers, moi, je donne souvent comme élément de comparaison, enfin, les prix de vente de nos services avec des pays anglo-saxons ou avec la Suisse ou avec l'Allemagne, on est parmi les pays où nos services sont vendus les moins chers. Aux États-Unis, on est à 40 $ de l'heure. En Suisse, on est à 60 francs suisses de l'heure. Donc, on a besoin effectivement de valoriser les métiers, mais aussi du coup de répercuter cette valorisation des métiers dans le prix de vente. Donc, à nous aussi de faire notre marketing et d'améliorer le niveau de service et l'expérience client. L'autre effet positif de la crise, c'est qu'il y a eu des budgets pour le numérique en santé assez conséquents qui ont été débloqués. Donc, Véran l'a rappelé hier. Donc, à nous de saisir cette opportunité pour vraiment digitaliser du mieux que possible nos process, tant dans la gestion RH pour améliorer aussi l'expérience salariée, mais que dans la gestion client et aidants familiaux, pour voilà, sortir de toutes les affres que décrit Dafna, où on travaille avec beaucoup de ficelles, on fait des prestations au quart d'heure. Voilà, il faut effectivement valoriser le service. Et enfin, ça avait été dit déjà il y a quelques années, hein, par certains gouvernants. C'est-à-dire que c'est les pouvoirs publics qui vont nous donner les moyens d'investir, c'est les publics solvables qui vont nous permettre de monter un petit peu les prix, de valoriser aussi quelque part le modèle et le concept pour faciliter le déblocage, je dirais, de nouveaux financements publics pour que l'offre de qualité soit aussi accessible au plus grand nombre. Parce qu'évidemment, on veut éviter une dichotomie avec, si je caricature, les riches qui ont un service premium et puis les pauvres qui ont un service qui n'est pas digne de ce nom. Donc, on est quand même dans un pays voilà, avec un système social particulier et auquel je pense qu'on est tous attachés et on tient. Mais on veut tous éviter le scénario du nivellement par le bas
où on se retrouve contraint. Donc voilà, là, on nous donne les moyens d'investir dans le digital et dans le numérique. On revalorise un petit peu les allocations, c'est pas assez, mais ça va dans la bonne voie. À nous, effectivement, de faire un petit peu le nécessaire. Alors, quand on est entrepreneur, ça va jamais aussi vite que ce qu'on voudrait. Daphna a évoqué le décloisonnement aussi du soin, du non-soin. Bon, on va y venir progressivement. Moi, ça fait 15 ans que j'ai créé mon entreprise. Bon, c'est vrai que c'est un peu long, mais on est en train de transformer toute une offre sanitaire, médico-sociale. Je pense que la crise sanitaire, et l'effet démographique contribuent à accélérer. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on se dit, bon, ça fait 30 ans, enfin moi, j'étais pas là il y a 30 ans, mais je pense que certains intervenants sont un peu plus âgés que moi. Ça fait des années voilà, qu'on déplore les tares du système et ça n'est que maintenant qu'on commence à le faire évoluer. Mais à la limite, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, moi je préfère rester toujours résolument optimiste, confiant. C'est pas évident, c'est pas simple. Il y a quelques signaux positifs. Donc à nous maintenant de nous saisir de ces opportunités pour quelque part accélérer un petit peu le processus de transformation de l'offre. J'ai plein de questions, j'aurais voulu savoir, mais on fera une autre émission sur comment on valorise le métier, enfin le secteur. Vincent, tu voulais réagir? Oui, parce que je pense que ce qui a été dit, ça reflète des réalités, mais je pense que la première réalité aussi est la souffrance des professionnels qui interviennent à domicile, leurs difficultés quotidiennes, le manque d'attractivité des métiers, évidemment. La première question à se poser, c'est nous tous, si un de nos enfants vient nous dire demain, je vais être auxiliaire de vie sociale, est-ce qu'on serait content d'entendre ça comme plan de carrière d'un de nos enfants? Comment réagiraient des parents? C'est ça la première question. Tant qu'on n'aura pas répondu en disant c'est super, c'est un super beau métier, on aura un problème. Ça, c'est la première chose. Mais à côté de ça, il faut se poser la première question, même avant celle-là, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on dit les SAD de demain, et pourquoi est-ce que les SAD existent? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de services d'aide et d'accompagnement à domicile? Parce qu'au départ, il y a un besoin. Le besoin, c'est le besoin de personnes en perte d'autonomie. C'est le besoin de personnes en situation de handicap. C'est le besoin de familles en difficulté sociale. Et ce besoin-là, ce n'est pas un besoin anodin. Ce n'est pas un besoin dont on peut se passer. Une personne âgée qui veut vivre à domicile, ce dont elle a besoin, parce qu'on associe souvent ces services aux aides ménagères, le grand mot ancien qu'il faut bannir, c'est l'horreur. Les SAD, ils ne font pas ça maintenant. Ils ne font plus ça depuis longtemps. C'est quoi les besoins à domicile pour rester à domicile? C'est des besoins pour se lever le matin, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir faire ses besoins, pour pouvoir s'alimenter, des fois même pour respirer. Parce que je rappelle que les SAD, ils peuvent faire des aspirations de trachée. Et ça, tous ces besoins-là, respirer, manger, faire ses besoins, se laver, s'habiller, nous tous, on le fait gratuitement, tous les jours, sans même y penser. Ça ne nous coûte rien à nous. C'est ça la question. On crée des SAD pour répondre à des besoins que la population, au quotidien, fait gratuitement. Je ne parle pas acheter des vêtements, je parle les mettre. Je ne parle pas acheter de la nourriture, je parle de la porter à sa bouche. C'est à ça que servent les SAD. Et à un moment, la question qui se pose, c'est quand ce besoin-là, pour répondre à un droit, qui est le droit de continuer à vivre le plus longtemps possible à domicile, pour satisfaire ce droit, on a besoin de ces services. On a besoin de ces intervenants. Et à un moment, la question première qu'il faut se poser, ça a été dit, alors, j'aime pas trop, mais ça, c'est un état de plus d'autres choses, il n'y a pas trop pris de vente. Je préfère parler de coût de service, de coût de ces métiers, mais c'est le coût du droit. Et ce coût du droit, on a fait quelque chose qu'on réclamait pour beaucoup d'entre nous, je pense même nous tous d'ailleurs, en fait, depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire, là, on a créé une branche autonomie en disant ce droit, il relève de la solidarité nationale. Très bien. Ça, pour l'instant, on l'a créé. Maintenant, il faut que ça se concrétise. Il faut que ça descende de cette branche autonomie qu'on a créée jusqu'au service
pour que les services puissent embaucher, puissent payer, puissent former, puissent trouver des intervenants qui vont aller aux personnes pour leur dire oui, votre droit est satisfait, vous pouvez continuer à vivre à domicile, quel que soit votre handicap, quel que soit votre âge, quelles que soient vos difficultés sociales. Si à un moment le SAD de demain ne permet pas d'avoir des services qui existent, d'abord, partout, il ne faut pas qu'il y ait des déserts de SAD, et là, ils sont en train de se créer. Des SAD donc, qui existent partout. Des SAD qui ont des salariés formés à faire tout ce que je viens de dire, parce que ce n'est pas des gestes anodins. C'est des gestes au corps, c'est des gestes qui touchent l'intimité, c'est des gestes qui touchent ce qu'on appelle les actes essentiels. Donc des gens formés à ça. Et à qui nous, on peut apporter ces formations, mais encore faut-il les trouver. Et des gens qu'on arrive à garder. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il y en a qui sont beaucoup qui sont allés voir ailleurs, dans des choses moins dures, où on n'est pas tout le temps sur les routes. En leur montrant qu'on les accompagne, on les encadre. Il y a une équipe autour d'eux, mais une équipe, ça a un coût. Et à un moment, cette qualité, cette présence au quotidien, pour qu'au quotidien, parce que les actes que j'ai évoqués, ce n'est pas des actes qui se font, comme l'a dit Tata, et je la rejoins, seulement 2 heures par jour. Non, c'est des actes de tout le temps. Et ça a un coût. Et à un moment, ce coût, soit on se dit, on a créé une branche pour qu'il soit supporté par la solidarité nationale, à la hauteur du coût de revient. Et ce coût de revient, il n'est pas à un tarif socle de prix. Il n'est même pas à 25. Il est à plus de 30 € de l'heure. On le sait tous. On le sait tous autour de la table. Donc, à un moment, soit cette solidarité nationale, elle va jusqu'au bout du raisonnement. Et on parle partout de virage domiciliaire. Ce virage domiciliaire, on l'assume jusqu'au bout. Et cette branche, elle finance jusqu'au bout ses services pour que ces personnes à domicile, elles puissent exercer le droit de vivre. Et je parle de vivre, pas de survivre à domicile. Et si à un moment, cet engagement, cette ambition se traduit dans une loi, je pense qu'on arrivera assez aisément, nous qui n'avons d'horizons différents, mais je pense que ce n'est pas le sujet, parce que, comme l'a répété Daphna, comme l'a dit, j'ai oublié le nom de l'interlocuteur, il m'en excusera Nicolas. Avant Nicolas, je pense qu'en premier lieu, ce qui compte, c'est que ces personnes âgées en situation de handicap, elles soient satisfaites dans leurs droits. Et c'est pour ça que nous existons, c'est pour ça que nous avons des intervenants, et c'est pour ça d'ailleurs que les professionnels de la domicile viennent dans les services, parce qu'ils se rendent compte que ceux qui font la mission qu'elles font, elle est noble. Financement, Hugues, la transition est pratiquement toute faite. Micro, et puis loi Oui, du merci. Merci Frédéric. Moi, je rebondis sur les propos de Vincent puisque je les partage et on part d'une même analyse autour des besoins des bénéficiaires. En fait, c'est ça qui est le prisme central, notamment dans l'aide à domicile versus associatif et versus également utilité sociale et projets autour de l'intérêt général. Je pense que quand on est notamment sur des financements qui sont des financements publics, il y a la nécessité d'être extrêmement respectueux par rapport aux bénéficiaires. Donc, il n'est pas question pour nous, je dirais, de faire de la rente sur ces aspects-là. Et on a pu voir dans un certain nombre de domaines jusqu'où ça peut nous mener. Et du coup, dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait de la régulation. Mais ce n'est pas le propos essentiel que je voulais tenir. Ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que sur les sujets de financement, il nous faut absolument, et c'est ce que nous avons raté jusque-là, il nous faut absolument avoir un débat de fond avec la société tout entière, les citoyens de ce pays et avec les parlementaires. Le énième report de cette loi est pour nous pas une bonne nouvelle. Parce qu'on est encore au milieu du gué par rapport à cette réforme. On voit bien qu'il y a une nécessité de le financer à la hauteur des besoins et non pas à la hauteur des moyens qui sont chichement d'ailleurs attribués au secteur du domicile quand on le compare à ce qui peut être attribué au secteur des EHPAD, pour le dire clairement. Et donc, moi, je trouve
que le virage domiciliaire qui est annoncé n'est pas un axe de la politique publique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait des déclarations, mais ça ne se manifeste pas dans les faits. Et quand je vois encore la dernière annonce qui a été faite par le gouvernement de financer les EHPAD qui se trouvent en mauvaise situation de 400 millions, c'est une annonce qui est tout à fait récente, alors que le domicile a des besoins qui sont gigantesques et ils viennent d'être rappelés, on n'est pas là à la hauteur de notre ambition sur le virage domiciliaire. Bon, pourquoi est-ce qu'il nous faut cette réforme et qu'elle soit bien partagée avec les Français? Parce que c'est une demande de nos concitoyens. Quand on fait des études, Adedom en a fait une, mais il y en a d'autres qui existent, je n'en ai pas les seuls initiateurs de ces démarches. Il y a 9 Français sur 10 qui souhaitent vivre à domicile. Vraiment, c'est un sujet de fond. Quand vous interrogez votre entourage, mais moi, je connais personne qui veut vivre dans un EHPAD, mais personne. Alors, on veut transformer les EHPAD en lieu de vie. Bon, très bien, mais n'empêche qu'il faut d'abord qu'on organise la société pour que le domicile ait toute sa place. Or, ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Daphna l'a rappelé, également d'autres intervenants. On a des difficultés qui s'amoncellent. L'attractivité des métiers, la gestion des parcours, l'équité de traitement, les problèmes de valorisation de notre activité. Et donc, il nous faut une réforme de fond indispensable là-dessus, parce que la demande des concitoyens aujourd'hui et demain n'est pas la même qu'il y a quelques années. Et ce que nous leur offrons, avec toute l'énergie déployée, et là, il faut remercier aussi, pendant la crise, l'investissement des professionnels, ça a été souligné, mais il faut le redire, ils n'ont pas lâché l'affaire, sinon nos hôpitaux auraient été débordés. Donc, il faut les remercier de leur investissement dans un contexte difficile de non-reconnaissance. Donc, il faut bien s'appuyer sur ces valeurs et ces engagements. Mais le débat de fond, il est qu'est-ce que nous allons proposer aux aînés dans les années qui viennent? On le sait très bien, à partir de 2030, donc on a une augmentation de la population qui ne va faire que croître en 2040, 2050 et 2060. On est à 2,5 millions en 2060, par exemple. Ça se prépare aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce que nos systèmes sont organisés pour faire face à ces différentes populations qui vont arriver. La réponse que la politique publique a n'est pas à la hauteur. Quand on fait des comparaisons au niveau européen, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays du Nord? Il y a eu le virage domiciliaire, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont fait. C'est il y a déjà quelques années. Et aujourd'hui, on commence un tout petit peu à le faire, on le prépare. Et donc là, il faut mettre le turbo. Et pour mettre le turbo, il faut une grande loi. Le PLFSS ne suffit pas. Il a posé quelques fondations, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Il y a la 5e branche, il y a le pilotage des politiques d'autonomie et du handicap par la Caisse nationale de solidarité et autonomie. Il ne faut pas le nier, ça c'est quand même utile, mais ce n'est pas encore au rendez-vous parce qu'il y a toute une série de problèmes qui sont à résoudre. La trajectoire financière, les 10 milliards de plus sur lesquels à peu près tout le monde est en accord à l'horizon 2030, ça ne s'invente pas. Il faut pour ça qu'il y ait un amendement, qu'il y ait un débat public, que les Français acceptent aussi de participer à ce financement. On est sur de la solidarité nationale et ça, pour moi, il y a une forme de logique. Comme on est sur l'intérêt général, il y a un financement public qui est choisi par les Français pour le financer. Ça me paraît tout à fait intéressant et tout à fait utile. Pour autant, si on est dans ce prisme-là, il faut qu'il y ait une régulation nationale par rapport à l'opérateur local. À la différence de certains d'entre nous ici, au niveau d'Adedom, nous n'avons pas un choix, je dirais, dogmatique sur l'opérateur entre l'ARS ou le conseil départemental. Ça relève pour nous de la puissance publique. Reste qu'il faut bien qu'il y ait une articulation entre les deux et que, quel que soit l'opérateur choisi, il garantisse l'équité de traitement sur les territoires. Et que, d'autre part, cet opérateur de la politique d'autonomie sur les territoires, il soit régulé par le national. Aujourd'hui, il ne l'est pas. Et il y avait dans le mandat et dans les positions qui avaient été prises par Mme Monchamp un certain nombre d'indications qui nous paraissaient très intéressantes, notamment sur l'idée d'un CEPOM, c'est-à-dire qui permettent de réguler à la fois les relations entre les services et les départements, mais aussi entre les départements, et pourquoi pas d'autres opérateurs demain, mais entre la puissance locale et la puissance nationale.
Ce n'est pas a posteriori, c'est bien a priori, et de bien réguler cela, parce qu'on est, je le rappelle, sur du financement public, on n'est pas sur un marché comme un autre, on est vraiment sur un financement public et il faut respecter les bénéficiaires. J'insisterai sur un point pour terminer, c'est la question de l'évolution de l'offre et du besoin, de partir du besoin des bénéficiaires. Ça a été rappelé tout à l'heure par Julien et on est totalement en accord. Ça va me faire la transition, Julien. Voilà, alors je finis juste. C'est la question du bouquet de services. Pour nous, le bouquet de services, il doit être revu, rénové, presque avec une forme d'approche révolutionnaire, avec quelques points clés. Je ne vais pas les développer pour laisser la place à d'autres, mais je vais juste en citer les points importants. Un point de diagnostic d'orientation et de suivi des services, c'est-à-dire que d'autres appellent ça un centre de ressources, c'est pour ça qu'on n'est pas éloigné, mais c'est vraiment l'idée que cette fonction de coordination, elle doit exister dans le SAD. Il est en capacité de faire l'intervention, parce que ce n'est pas forcément uniquement les actes essentiels, il peut y avoir d'autres prestations type mobilité, type également coordination de soins et services. Donc, il faut qu'ils soient en capacité d'amener les acteurs à être en réponse aux besoins. Mais dans ce bouquet de services, on a identifié un certain nombre d'autres items, comme des ateliers collectifs par an de prévention des chutes. Et je sais que c'est un thème que Frédéric aime bien, donc je lui fais… On l'a traité dans 2 émissions. Au passage. C'est grand comme ça, hein, on va traiter. Hein. Et donc, il y a aussi le fait d'avoir des sorties véhiculées. Et pour nous, c'est important parce que Daphna l'a dit, on rencontre souvent des bénéficiaires qui restent seuls, isolés dans leur logement. La seule visite, certaines fois, c'est par l'auxiliaire de vie ou le personnel infirmier ou d'autres acteurs du domicile. C'est un problème. Il faut que la personne, elle soit respectée et qu'on puisse l'accompagner dans une forme de vie sociale, vie communale, vie culturelle. C'est un aspect très important de notre action. L'aspect coordination de soins et services également, puisqu'il y a les SIAD, il y a les centres de santé infirmiers, il y a d'autres acteurs qu'il faut arriver à coordonner. Et ça, par rapport à la bénéficiaire, c'est important de le faire, parce qu'aujourd'hui, il se retrouve dans une situation totalement kafkaïenne, où la plupart du temps, c'est lui qui est obligé d'organiser cette mise en relation. Ce n'est pas tout à fait la logique que nous souhaitons. Donc, par rapport à cela, on a fait un chiffrage, hein, on a regardé le coût supplémentaire. On a d'ailleurs pu mettre en place ce bouquet de services rénové dans un certain nombre des associations du réseau ADEDOM et de SAD, mais elles ont pu le faire parce qu'elles ont eu des financements, je dirais, one-shot, conférence des financeurs ou une aide ici ou une aide là. Ouais, sauf que ce n'est pas systémique. C'est pas systémique. Et donc, il faut que cette loi, elle nous permette d'avoir une vision pour justement définir le SAD de demain comme étant la réponse sur les territoires. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Il faut qu'à chaque fois, on se batte dans nos relations, et tous autour de cette table, avec d'autres acteurs, pour imposer cette nouvelle vision comme étant l'alpha et l'oméga de la réponse. Ce n'est pas le cas. On a encore du boulot. Alors là, on va passer la parole à Julien, mais j'aurais voulu poser une question, mais bon, notre émission, c'est s'il n'y a pas de financement, qu'arrive-t-il en 2030 ? Voilà, j'aurais voulu savoir ça. Julien, on part partir des bénéficiaires. Oui, ça allait être mon introduction, la question que tu allais poser à Hugues, c'est se poser la question du financement, de son financement, notamment dans le cadre du prochain quinquennat, c'est se poser actuellement le coût de l'inaction. Et pour répondre, on le voit déjà actuellement, il y a des files d'attente dans nos services d'aide à domicile. Donc, les files d'attente, ça génère quoi? Ça génère un manque de solutions à apporter à nos aînés et aux personnes en situation de handicap. Ça génère du recours à l'hospitalisation non souhaité, non souhaitable, financièrement, humainement, sociétalement. Et parfois, quoi qu'on en dise, un placement. C'est le mot qu'emploient les Français. Hein. J'ai placé grand-mère en EHPAD, faute de solution.
ou faute d'un accompagnement suffisamment adapté pour accompagner ma grand-mère, mon aîné, mon grand-père, peu importe. On a tous des histoires avec nos aînés et c'est ce qui fait société. Ça, c'est vraiment mon premier propos. Le coût de l'inaction actuelle. Regardez les rapports sur l'isolement, regardez le rapport de la Cour des comptes sur les trous dans la raquette en termes d'offres de soins à domicile. J'ai même plus envie de rajouter tellement le nombre de rapports est long qu'il cale mon bureau et d'ailleurs, je les imprime même plus. Pour revenir là-dessus, ce qui est hyper important pour nous, et je dis bien hyper important, c'est d'avoir une vision autonomie. Celle qui a été évoquée par Hugues, mais on l'oublie souvent, il y a eu une avancée l'an dernier, c'est la création de la 5e branche avec un nom qui s'appelle autonomie, qui est sous certains aspects plus joli que maintien à domicile. On déteste le volet maintien à domicile, on ne maintient pas à domicile, on accompagne le souhait d'une personne âgée à vivre, vieillir ou mourir à domicile, c'est totalement différent. C'est donc une approche qui est intimement liée entre l'accompagnement du vieillissement de la population et la place du handicap dans notre société. Il n'y aura pas de virage domiciliaire tant qu'il n'y aura pas un changement sociétal, voire très très simple, d'organisation d'accès aux personnes qui sont en perte d'autonomie à la cité. Quand je dis à la cité, ce n'est pas pour faire du concept, mais c'est au supermarché, c'est sur les lieux de vote, c'est sur des lieux de sociabilité que fréquentent nos aînés ou nos concitoyens en situation de handicap. C'est excessivement important. La question actuellement, et pour répondre un peu à la transition que tu faisais, Frédéric, c'est est-ce qu'un service autonomie demain, est-ce que ça existe déjà et qu'est-ce que c'est? Parce que derrière l'article 44 d'une loi de finances pour 2022, oui, Hugues a raison, il manque un projet de société, il manque son financement. Alors, on parle de 10 milliards supplémentaires. Il nécessite bien évidemment un vrai débat de société. Comment ça va être financé? Je crois que là aussi, le nombre de rapports proposant des pistes de réflexion sur le financement est suffisamment large pour qu'elle ait une étagère. Derrière cette réalité, les services d'aide à domicile, ils sont déjà des services autonomes. Je t'ai dit en introduction que je n'aimais pas trop qu'on m'appelle Monsieur Jourdain, mais c'est Monsieur Jourdain, en fait, les services, les SAD. D'ailleurs, il faut bannir le mot SAD. SAD, les acronymes, regardez en anglais ce que ça donne que le mot SAD, c'est triste, personne n'a envie d'aller travailler dans un lieu triste. Et il ne faut absolument pas que le service autonomie passe en version acronyme qui perdrait juste un A. C'est déjà une réalité parce que le maintien à domicile, qu'il faut absolument bannir, donc l'accompagnement à domicile existe déjà. Les infrastructures existent déjà, que ce soit l'hospitalisation à domicile, les soins à domicile, les services d'aide à domicile, ça existe déjà. On peut organiser un accompagnement digne à domicile. Nos professionnels sont compétents, ils ne sont pas des femmes de ménage, et ce n'est pas insultant pour les femmes de ménage, ce sont des gens compétents avec des titres et des diplômes en capacité à alerter, coordonner. Un parcours de vie, c'est ça qu'il faut travailler, le parcours de vie de la personne âgée. C'est ça l'ambition de nos métiers. On nous parle tout le temps de la personne âgée sous le prisme de la personne malade. Non, ce n'est pas le cas. Un autre chiffre pour rebondir sur ce problème de vision, entre guillemets, collective, voire politique de notre secteur, ça se traduit par un chiffre, en fait, ou quelques chiffres, pour ne pas en sortir trop. 20% de nos aînés qui ont plus de 85 ans vivent en EHPAD. Je dis bien vivent en EHPAD. 61% des budgets publics sont consacrés à l'accompagnement des EHPAD. Avec, en parallèle, 90% donc des Français qui veulent vivre à domicile. Et je ne vous fais pas l'insulte de faire la différence entre le traitement réservé aux concitoyens qui vivent à domicile. Deuxième chiffre, parce qu'il me pique, et il pique beaucoup de nos adhérents. Daphna parlait tout à l'heure du traitement du Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, dans le budget de l'État 2021, pour les EHPAD, c'est 1,4 milliard. Pour le domicile, c'est 150 millions d'euros. Il y a là donc un vrai problème politique. Il n'y aura pas de virage domiciliaire, Hugues a raison, sans une réforme de fond du financement global, qui est pour nous un investissement et pas un coût supplémentaire. Le coût, ça serait celui de l'inaction qui entraîne l'isolement, la dénutrition, l'hospitalisation, voire le placement en EHPAD. Hugues a encore raison, et il a parfois tort, mais le Danemark, en 1979,
il a fait un moratoire sur la création des places en EHPAD et décidé que, d'un point de vue sociétal, réponse médicale, les EHPAD étaient, entre guillemets, le bras armé médicalisé de la fin de vie de nos aînés, dont l'accompagnement à domicile n'était plus possible. Je crois que c'est la morale de l'histoire de la période Covid et certainement de ces dernières semaines. Donc maintenant, comment accompagner ce qu'on appelle le virage domiciliaire ? Déjà, c'est le financer. On l'a dit, je ne vous reviens pas sur les chiffres, 30, 35, 32, 33, 35 euros. J'ai envie de dire, peu importe le chiffre, on est tous en capacité, en plus il est évolutif parce que nos coûts de fonctionnement évoluent avec le temps. Daphna parlait tout à l'heure de l'augmentation du pétrole. Si on impactait l'inflation des produits pétroliers sur le coût de revient d'un service d'aide à domicile, on serait peut-être à 33 euros. Donc, il nous faut quelque chose de dynamique. Et ça, c'est excessivement important. Mais derrière ce coût, c'est un coût de revient, un coût de fonctionnement. Et donc, qu'est-ce qu'on achète, entre guillemets ? Et là, je me mets à la place de l'État, des pouvoirs publics, comment on satisfait des besoins qui s'expriment et comment on les finance. Pour la FEDESAP, il y a une double responsabilité. La responsabilité de l'État, quand je dis l'État, c'est NESA et partagé avec les départements, qui est de rendre accessible ce service au plus grand nombre. Pour rendre accessible, c'est le même principe que pour quand vous allez chez le médecin. Le médecin, c'est 25 euros, que vous soyez dans la Manche, dans la Creuse ou à Paris. Donc, on finance les besoins de la personne. Ça, c'est excessivement important. À l'heure actuelle, on ne finance pas avec les 22 euros et éventuellement 22 plus 3 euros qui nous sont promis, mais qui vont encore passer par un système très, très administratif et qui va se traduire par une carte à géométrie variable en fonction des territoires. On est très, très loin du coût de revient et donc de notre capacité à mettre en place une offre adaptée aux besoins de nos concitoyens âgés ou en situation de handicap. Donc, créer un service autonomie, c'est encore une fois définir un cadre d'exercice, simple à gérer, à administrer de façon aussi souple. Nos services meurent, je dis bien meurent, de ce travail administratif permanent de contractualisation de CEPOM. Imaginez qu'il y a certaines structures qui ont plusieurs CEPOM contractualisés et qui vont en devoir en négocier d'autres avec des services départementaux, des services ARS qui sont exempts en personnel et en capacité à traiter les dossiers. Ça, il faut qu'on simplifie la vie des services et le mode de fonctionnement pour bâtir quelque chose sur le mode de la confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le contrôle est primordial dans le contexte que nous vivons. Et nous invitons à plus de contrôle à domicile comme en établissement. C'est excessivement important. Il faut bien évidemment avoir un cahier des charges qui prévoit, et c'est l'objectif de cet article 44, des libéralités, des potentialités. Il faut libérer l'innovation sociale, tout ce qui est fait de façon magnifique, positive par nos collaborateurs, qui a été évoqué par tous les contributeurs aujourd'hui. Ça, il faut organiser ces libéralités. Ça passe par, oui, institutionnaliser une logique de coordination, de guichet unique, de care management, c'est-à-dire que le service d'aide, le service autonomie de demain doit être le pôle de ressources des besoins de la personne. Et la personne, c'est aussi bien la personne âgée, la personne aidée, handicapée, ou ses aidants. Qui, mieux que le service autonomie, peut accompagner des aidants dans le plein exercice de ses droits, le droit au répit, le baluchonnage, et j'en passe et des meilleurs. Qui, demain, peut organiser la réponse dans des lieux de vie adaptés, les fameux habitats inclusifs, les habitats partagés, les services d'aide à domicile. La loi prévoit, le budget prévoit de l'État, quasi 15 000, je crois, accompagnements d'habitat à la ville partagée. Nous n'arrivons pas à en faire plus de 2 à 3 000 par an, parce que c'est trop compliqué. Pas parce qu'il n'y a pas de volonté, parce que c'est trop compliqué. Et demain, le service autonomie doit être ce guichet unique qui, sur certains aspects, que ce soit l'aide aux aidants, l'habitat inclusif, pour la vie civile. Qui accompagne les personnes âgées à voter? Qui a accompagné les personnes âgées à se faire vacciner? Les services d'aide à domicile. Qui a accompagné les EHPAD dans le renfort RH? Encore une fois, les services d'aide à domicile. C'est excessivement important. C'est donc la négation et l'opposition pure et simple du concept qu'on veut absolument nous vendre, d'EHPAD hors les murs ou d'EHPAD plateforme, où on voudrait que les personnes âgées ou handicapées viennent dans un lieu où ils n'ont pas envie de vivre, soit faire des ateliers de prévention, soit se distraire, soit venir se soigner. Non, il existe un tissu social, associatif pour se distraire auprès des villes.
Et il faut absolument rompre cette idée, et c'est ça la proposition sociétale des services autonomie de demain. Nos aînés ne doivent plus être en dehors de la cité. Qui parmi vous ne connaît pas un EHPAD qui n'est pas au centre de la ville, mais en périphérie d'une ville? Tous les EHPAD, quasiment maintenant, sont construits en périphérie d'une ville. Non, ce n'est pas un choix sociétal de nos concitoyens, et les services d'autonomie de demain sont cette réponse de proximité pour maintenir, accompagner, aider les personnes âgées dans la cité. C'est excessivement important. Un service autonomie, c'est aussi réfléchir sur la place, bien évidemment, des professionnels. Je ne sais plus si c'est Daphna qui disait ça ou Vincent, mais oui, quand on est en GIR 1, donc le niveau de dépendance le plus élevé, la solidarité nationale nous octroie, je l'ai mis parce que je m'en souviens rarement, 1807 € par mois. 1807 €, c'est 2 heures, 2 heures et demie d'intervention. C'est donc aussi 2 heures, 2 heures et demie de temps de travail pour nos collaborateurs. Ce n'est en aucun cas un temps et donc une allocation suffisante pour accompagner une personne âgée qui est parfois isolée. Mais quand on dit ça, ce n'est pas systématiser la même aide pour tout le monde. Encore une fois, on peut avoir 99 ans, ne pas avoir trop de problèmes de santé, avoir un environnement familial et social plutôt bien étayé et avoir des besoins qui s'expriment d'aide et d'accompagnement de 2-3 heures par jour. A contrario, on peut avoir 75 ans, avoir eu une vie professionnelle fatigante, être dans un état de santé nécessitant un accompagnement plein et entier, et on sait très bien, parce que c'est possible, et je crois que c'est Nicolas qui le disait, nous avons des interventions auprès de bénéficiaires riches, c'est vrai, de 2 intervenants quasiment à H24. Le système permet de faire ça. Le système n'est pas pensé pour le financer. Quand je vous dis ça, le service autonomie qui, par exemple, sur l'habitat alternatif, pourra créer, gérer et impulser des logiques d'habitat alternatif. Quand on a des logiques de porte-à-porte avec des personnes âgées qui pourraient mutualiser leur plan d'aide, eh ben, une auxiliaire de vie, elle viendrait 2 heures chez un, 2 heures chez l'autre, etc. Et petit à petit, on arrive vers du temps plein. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi absolument travailler pour nos collaborateurs. La possibilité prévue, et on l'attend, pour l'instant on est sur la loi, l'article 44, il prend une page, il est plutôt enthousiasmant dans les opportunités qu'il nous ouvre. On a un travail d'1 an et demi, très réglementaire, avec la DGCS, la bonne administration, pour définir quel est le cadre de ce nouveau cahier des charges. C'est là qu'il faut absolument accentuer nos efforts, coordonner nos positions, mais je crois qu'on est majoritairement d'accord, pour offrir aussi des parcours professionnels à nos intervenants. Commencer, oui, parce que Vincent déteste, et il a bien raison, parfois de l'aide ménagère, et on arrivera collectivement à lui trouver le nom qui convient, pour monter vers de l'accompagnement de personnes moyennement en perte d'autonomie, pour monter en compétences, notamment avec des formations. Encore une fois, Vincent citait les formations endotrachéales, et après, pourquoi pas migrer ou augmenter ou passer le cap et devenir aide-soignante, etc., et devenir professionnel de santé. Quand je vous dis ça, derrière, il ne faut absolument pas reproduire ce qui a été fait pendant des années, c'est-à-dire une carte territoriale du département du service d'aide à domicile autorisé par le département, avec à côté un service de soins, combien même ils sont articulés, ce qu'on appelle le SPASAT, qui ne se parlent pas, qui n'ont pas de dynamique d'intervention, qui n'ont aucun modèle économique, qui sont basés sur une logique de numerus clausus, encore une fois dénoncée par la Cour des comptes dans son dernier rapport. Il faut, et c'est écrit comme ça dans ce fameux article, prévoir dans un cahier des charges la possibilité d'internaliser du soin, et je pense que le mot est joli, avoir des professionnels de santé, et donc avoir des professionnels médico-sociaux à qui on peut offrir des trajectoires pour migrer vers les professionnels de santé. Et encore une fois, ne pas se tromper de bataille. La personne âgée n'est pas une personne malade. La réponse coordonnée de santé que nous pouvons apporter permettra de diminuer le coût sur l'assurance maladie, mais pas inversement. Il ne faut pas que la porte médicalisée, malade, de la personne âgée à domicile soit la porte d'entrée du dispositif. Ce serait la plus mauvaise des solutions. Quand je vous dis ça, c'est forcément la population. Pour finir, on laisse la parole à Albouri. Je finis et je laisse la parole à Albouri, notamment sur le recrutement et la valorisation et la nécessité de former. Il n'y aura pas, parce que je crois que c'est lui qui l'a annoncé, il n'y aura pas de virage domiciliaire sans virage numérique.
le numérique au service de l'humain. Il y a actuellement 3 grands groupes de travail étatiques qui plossent soit sur l'avance immédiate de crédit d'impôt, encore une fois, un moyen, même s'il n'est pas la panacée, pour mieux prendre en charge les personnes. Ma Santé 2022, qui offre des potentialités extraordinaires, qui ouvre la porte, par exemple, à une carte professionnelle et l'inscription des aides à domicile au registre partagé des professionnels de santé, avec tous les avantages que ça pourrait avoir, stationnement, priorisation dans le cadre de pandémie, etc. Et le système PAPH, système informatique, bien évidemment, qui doit permettre un pilotage, encore une fois, affiné, juste par la 5e branche, puisque le législateur a confié son pilotage à la 5e branche. On ne sait pas actuellement combien il y a d'auxiliaires de vie en exercice en France. Vous imaginez ce que ça a donné pendant la crise, et j'en resterai là, notamment sur les primes Covid. Il faut demain, et c'est une considération qui est certes très symbolique, que l'État, via la CNSA, puisse piloter, y compris la population salariée de nos services autonomie, et dire, comme il sait combien il y a d'infirmiers en France, combien d'aides à domicile, de soldats quasiment, puisqu'ils ont eu ce rôle-là pendant la période de crise, sont au front. Et puis j'en finirai parce que c'est eux qu'il faut mettre en avant, par l'exemplarité de ce qu'a fait, je dis bien l'exemplarité de ce qu'a fait l'ensemble des acteurs du domicile pendant ces 2 dernières années. Et je suis assez d'accord pour dire que c'est très très loin des propositions, ne serait-ce que budgétaires, qui nous sont faites à l'heure actuelle. Donc, grande espérance sur le service autonomie, et on aura donc une grande vigilance quant à ce nouveau cahier des charges qui doit nous permettre de créer des opportunités. Merci Julien. Dernière partie de l'émission, Albouri, ta carte blanche pour nous expliquer les ressources humaines, ce qu'il faut faire. En 2030, tout fonctionne bien, qu'est-ce qu'on aura fait? D'abord, merci Frédéric pour cette émission, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de nous retrouver comme ça entre acteurs et de croiser nos différentes vues. Après, moi, je vais dire la même chose que beaucoup de personnes ont dit aujourd'hui autour de la table, mais surtout, j'aimerais qu'on revienne à l'essence des choses. C'est que la valeur d'une civilisation, d'une grande civilisation, se juge par sa capacité à traiter, à accompagner ce qu'on appelle les couches vulnérables. C'est d'abord les enfants, la petite enfance, mais c'est aussi les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes qui ont servi la collectivité et qui sont arrivées à la retraite et dont la collectivité doit aujourd'hui s'occuper. Mais ce qui est frappant, quand on compare par rapport aux pays scandinaves, par rapport aux pays africains aussi, parce que je suis originaire du Sénégal, en Europe, les personnes âgées, on les cache. On considère souvent les personnes âgées comme une sorte de poids, comme une sorte de charge extrêmement lourde pour les familles d'abord, mais aussi pour la collectivité de manière générale. Je pense qu'on devrait inverser la tendance, considérer les personnes âgées comme une chance par rapport au lien intergénérationnel qui doit quand même, parce qu'une société dans laquelle on efface les seniors, on ne garantit pas aux enfants des conditions de croissance et puis des conditions d'évolution satisfaisantes et qui permettent à les enfants en fait de maintenir un lien social et surtout de grandir dans la sagesse des personnes âgées. L'autre aspect, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le constat, nous sommes tous d'accord là-dessus, je pense qu'il est relativement partagé, c'est que malgré la contribution économique essentielle du secteur des services à la personne, ce secteur est parfois ignoré, en tout cas dans la parole publique. Quand on en juge par rapport aux prises de position à la télévision, dans les médias, c'est un secteur qui peut donner l'impression d'être ignoré parfois, dont les salariés sont mal rémunérés, sont parfois même, je dirais, mal considérés. En tant que tel, d'un point de vue, nous, c'est ce qu'on dit en sociologie, parce que j'ai la chance d'avoir la double casquette d'être un sociologue de formation et d'être directeur d'une association d'acteurs de terrain qui est CAP 92. En réalité, on assiste à une explosion des besoins de services. C'est qu'aujourd'hui, avec l'allongement de l'espérance de vie, les progrès énormes de la médecine, les personnes vont vivre de plus en plus longtemps. Ça, nous sommes tous d'accord. Mais il y a aussi l'idée d'une société qui est en profonde mutation, parce que la cellule familiale a été déstabilisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a assisté pendant plusieurs années à une déstructuration de la famille. Bon, ce qui fait
que parfois on peut donner l'impression que certaines personnes sont pressées que leurs parents soient âgés pour les mettre en établissement, histoire de s'en débarrasser. Or, je pense qu'aujourd'hui, plus qu'il ne faudrait pas faire moins de familles, mais il faudrait faire plus de familles. Il faudrait raffermir le lien social et surtout raffermir la cohésion nationale, la cohésion sociale. Ensuite, nous, ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain en tant qu'association d'acteurs, c'est que les services à domicile peinent à recruter. Et pourquoi elles peinent à recruter? Parce que c'est des métiers qui sont mal rémunérés. C'est des métiers où il y a un grand turnover. C'est des métiers, et Daphna l'a rappelé tantôt, avec une très forte pénibilité. C'est-à-dire que nous, en 2016, on était engagés dans les travaux de la mise en place du baromètre social, avec la DRIEPS, avec la RACT. On s'était rendu compte que il y avait quand même le secteur du service à la personne était beaucoup plus pénible que le secteur du bâtiment. En fait, il y a plus d'accidents de travail à domicile qu'il y en est, on va dire, sur un chantier. Ce qui est juste incompréhensible. Et tout ça, le turnover, la pénibilité, l'usure psychologique, l'usure émotionnelle aussi, et le peu de valorisation des métiers et du salaire. Parce que moi, je pense que les grandes déclarations, c'est très important. Mais le plus important, c'est de payer, de rémunérer les personnes à la hauteur de leur engagement. Et vous l'avez rappelé tantôt, lorsqu'il s'est agi de la crise du Covid, eh bien, les services à domicile ont été la dernière digue de protection lorsque l'hôpital venait à ne plus être capable de contenir les flux de personnes qui allaient à l'hôpital et qui devaient libérer des places surtout pour les personnes qui étaient des cas Covid. Et je pense que des personnes qui étaient dans une situation d'extrême urgence. Aujourd'hui, nous, le recrutement au niveau de CAP 92, c'est un peu un de nos axes forts. On a mis en place des actions comme le bus pour l'emploi, c'est-à-dire qu'on s'est dit aujourd'hui, on ne peut plus se contenter uniquement de compter sur le service public de l'emploi qui fait d'excellentes choses, mais aujourd'hui, nous, en tant qu'association, nous devons aller vers les demandeurs d'emploi. Et comment aller vers les demandeurs d'emploi? C'est tout simple, on prend un bus, on se pose dans une place publique, aux abords des gares, devant des centres commerciaux, on va dans des villes à forte densité humaine, où il y a des personnes qui ont besoin de travailler, des personnes qui veulent travailler, parce que nous sommes convaincus que dans ces métiers-là, on n'y rentre jamais par effraction. On y rentre parce qu'on a la passion du service des autres, parce qu'on veut accompagner les personnes âgées. On va les rencontrer, on leur présente les métiers. On embarque avec nous des chefs d'entreprise et des dirigeants associatifs. Parce que nous, on a à la fois des assos, on a des entreprises. Parce que aussi, je pense que dans notre secteur, on doit sortir aussi de ce vieux clivage association-entreprise. Parce que nous servons tous la même cause. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons, à la fois les acteurs et les pouvoirs publics doivent traiter tout le monde sur un même pied. Parce qu'il s'agit d'aller vers des personnes fragiles, de leur apporter une aide dont elles ont besoin. Et là, je continue un peu, on va dire, à travers le bus. C'est-à-dire, on va rencontrer des gens, on présente les métiers, on leur propose des contrats de travail, séance tenante. Aujourd'hui aussi, c'est ce que Karl Marx appelait l'armée industrielle de réserve. Il y a quand même des millions de personnes au chômage et qui veulent travailler. Mais parfois, à cause d'une information qui n'arrive pas de manière, on va dire, directe, ces gens ne sont pas informés sur les opportunités d'emploi et de carrière dans les services à la personne. Donc nous, également, avec les autres acteurs, on fait un travail énorme auprès des conseillers Pôle emploi pour leur présenter les métiers, pour qu'ils puissent nous orienter les personnes qui ont envie de bosser et surtout qui veulent accompagner les personnes âgées. L'autre aspect, c'est qu'en fait, on a le défi aussi d'avoir des emplois qualitatifs, d'avoir une mobilité de carrière et aussi de pouvoir faire de telle sorte qu'une personne peut commencer comme auxiliaire de vie et gravir un peu les échelons et finir responsable de secteur. Et pourquoi pas un jour diriger un SAD. Il faudrait que nous puissions gagner ce pari de la communication autour de la mobilité des carrières. C'est hyper important. Parce que tant qu'on ne fera pas ça, moi, il y a de cela 10 ans, j'étais professeur de sciences médico-sociales
Eh bien, en lycée, je formais des BTS SP3S et des Bac Pro ASSP. À l'époque déjà, hein, je me rappelle, avec la loi HPST de Mme Bachelot en 2009, on disait que c'est des métiers qui n'arrivent pas à recruter. Tous les jeunes que j'accompagnais dans mes cours, ils voulaient aller en EHPAD, ils voulaient être auxiliaires puéricultrices, sages-femmes, infirmières d'État. Mais en aucun cas, ils voulaient travailler au domicile, en fait. Ce qui est extrêmement grave, parce qu'aujourd'hui, ces personnes âgées, si on ne s'en occupe pas, qui va s'en occuper justement? Et qui va s'en occuper? Et puis moi, je pense que la société, dans sa globalité, a une forme de dette morale vis-à-vis des aînés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, honnêtement, de les reléguer comme ça au second plan, de dire c'est pas important, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, je finirai sur le pilotage de notre secteur d'activité. Pendant des années, effectivement, on a mis en place des politiques de décentralisation qui ont fait le résultat. Mais parfois, on a l'impression que on veut revenir, parfois, on veut mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très jacobins, quand même, enfin, pour le coup, qui veulent un État central extrêmement fort, extrêmement, qui va piloter tout. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut avoir une politique qui assure un mix des deux, à la fois extrêmement décentralisée, et c'est ce qu'a dit M. Vidor, et que je trouve hyper important, tout en ayant un pilotage national. C'est important, parce qu'il faut une direction claire à ce secteur. Il faut une vision, il faut des perspectives. Et surtout, et je finirai par là, le défi qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a la génération, la pression des papy-boomers, c'est-à-dire les personnes qui sont nées après 1945 et qui sont à la retraite, dont il faut s'occuper. Mais à l'intérieur des stades, la courbe des âges aussi s'allonge parce que la majorité des équipes a environ aujourd'hui 50 ans et rentre dans la seconde partie de carrière. Or, on n'arrive pas à séduire les jeunes, on n'arrive pas à les convaincre, à leur dire que c'est un beau métier, c'est un métier qui paye énormément bien, c'est un métier où vous avez des perspectives d'avenir. Et tant qu'on n'arrivera pas à faire ce pari-là, eh bien, lorsque les personnes qui sont en seconde partie de carrière et qui travaillent vont partir à la retraite, mais qui va les remplacer? Qui va les remplacer? Et là, pour finir, parce que j'ai peur de monopoliser la parole, je pense nous avons des justes raisons d'être optimistes et d'espérer, honnêtement. Parce que il y a les acteurs que nous sommes aujourd'hui, que ce soit les fédérations, les dirigeants de SAD, eh bien, les pouvoirs publics, tout le monde veut agir et tout le monde veut faire des bonnes choses. Encore faudrait-il qu'on arrive à nous coordonner ensemble et surtout à associer, et je pense que c'est hyper important, les personnes âgées. C'est-à-dire qu'il faudrait valoriser, promouvoir la participation sociale de ces personnes qui sont bénéficiaires pour leur dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Parce que pendant très longtemps, on a fait à leur place, mais on n'a jamais fait avec eux. Super. C'est sur ça que je vais finir mon Je vous propos. propose que ce soit la conclusion de l'émission. Ah. On fera d'autres émissions si vous le souhaitez. On ne peut pas aborder tous les sujets. Je vous remercie d'avoir participé. Merci d'avoir regardé l'émission. Sur ma chaîne YouTube, il y aura d'autres émissions. Enfin, il y a d'autres émissions sur les services à domicile. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci Frédéric. Merci à tous. Merci beaucoup Frédéric. Très bonne soirée à tous.